Je vais vous parler de plantes, je vais vous parler d'évolution des plantes. Je n'ai pas résisté à rajouter une figure dans ma première diapositive que j'ai trouvée ce matin dans le journal Science et qui illustre en masse la proportion que représentent les plantes sur toute la vie sur Terre. Donc ça parle d'elle-même, la vie sur Terre est essentiellement végétale. Alors je vais parler de plantes et d'évolution des plantes, mais je dois préciser que à l'origine, je suis généticien du développement. Je suis celui que Bruno David aurait rêvé d'être, s'il avait 30 ans de moins. Et donc, ça veut dire aussi que je ne suis pas spécialiste de phylogénie et j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir de faire des horribles raccourcis sur la façon dont les espèces apparaissent. Alors, on va parler d'évolution des plantes. Pour ça, il faut jeter le cadre et rappeler, comme l'a dit Yvon, d'où viennent les plantes. Donc ça, c'est une brève histoire des plantes avec l'émergence de nouveaux caractères et avec les différentes innovations. Comme l'a dit Bruno, les plantes qui sont aujourd'hui sur Terre, elles sont nées d'un ancêtre qui vivait dans l'eau, une algue, et là je ne vous parle que de la partie droite de sa diapositive, tout ce qui a émergé suite aux algues qu'on appelle les charophytes. Il y a à peu près 450 millions d'années, les plantes ont réussi à coloniser la Terre sous forme de bryophytes. Il y a plusieurs familles existantes aujourd'hui. Un peu plus tard, ces plantes ont réussi à inventer des caractères qui sont extrêmement importants, les racines pour s'ancrer dans le sol, pour puiser de l'eau et des nutriments, un système vasculaire pour aller dominer les bryophytes, et puis des stomates pour aller faire des échanges gazeux. Donc ces fougères, elles ont pendant un certain temps dominé la surface du globe, et puis un beau jour, il y a eu apparition de nouveaux caractères, avec les gymnospermes, une reproduction qui a beaucoup moins besoin du milieu aqueux que les fougères, une reproduction qui est basée sur l'existence de pollen et d'ovules transportés par le vent, qui va donner les graines. Et ça, c'est la grande famille des gymnospermes. On connaît très bien les conifères, mais il y a quelques autres familles qui se rangent dans ce grand groupe. Et puis, alors Yvon l'a dit, 150 millions d'années à peu près, une nouvelle innovation, une innovation extrêmement importante, c'est celle de la fleur, où là, la reproduction n'est pas simplement basée sur le transport du pollen par le vent, mais elle est basée sur une interaction avec des pollinisateurs, essentiellement des insectes, mais il y a aussi des cas d'interaction avec des mammifères ou avec des oiseaux. Et donc ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est une sorte de panorama, un peu un aperçu de tout ce qu'on a appris récemment sur l'évolution des plantes et de vous donner comme ça un peu des images de connaissances actuelles aux différents stades de l'évolution. Alors, ça, ce n'est pas propre aux plantes, mais comme l'a fait Bruno, je tiens à préciser qu'il y a des techniques assez récentes qui apportent énormément à ce domaine. Le séquençage massif qui nous aide pour établir des phylogénies, pour comprendre comment les génomes évoluent, pour nous permettre aussi de lire ces génomes et de comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans. Ça, c'est un grand enjeu de la biologie d'aujourd'hui. Et ces séquençages massifs nous apportent énormément. Et puis, il y a aussi une façon de tester des hypothèses, y compris des hypothèses évolutives. Et pour ça, il faut pouvoir modifier, en l'occurrence les plantes, et le nouvel outil qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui permet de modifier les génomes est un outil absolument essentiel pour aller tester certaines hypothèses et modifier des régulateurs majeurs. Alors, la première chose dont je voudrais parler, c'est la sortie des eaux. Qui est sorti en premier? Alors, ça peut passer pour un débat un peu de spécialistes, mais en fait, aujourd'hui, parmi les représentants actuels des bryophytes, il y a 3 grandes familles qu'on appelle les marchantiophytes, les mousses et les anthocérophytes. Et en fait, le débat fait rage pour savoir qui est la plus proche de celle qui est sortie des eaux en premier et qui a colonisé la Terre en premier. Et il y a un engouement pour une nouvelle plante modèle qui s'appelle Marchantia polymorpha, qui a été découverte par M. Marchand. La plupart des anglophones disent Marchantia, mais on devrait le prononcer à la française. Et en fait, pour vous dire à quel point il y a un engouement pour cette plante, le séquençage de son génome, qui est devenu un peu banal aujourd'hui, il a été publié dans un journal extrêmement prestigieux, le journal Cell. Tout ça parce qu'on pense que ça doit être un représentant de la branche de celles qui sont les premières sorties de l'eau. Et bien en même temps, en utilisant des données moléculaires, donc là c'est de la phylogénie moléculaire qui est basée sur un grand nombre de données, les gens qui se sont intéressés à la phylogénie des plantes les plus basales, c'est-à-dire ces bryophytes, eh bien, ils ont pu exclure que ce soit Marchantia qui, la première, soit sortie de l'eau. Je ne vais pas vous donner dans le détail les différents scénarios. Il y a eu 2 surprises. La première surprise, c'est qu'on ne converge pas vers un scénario particulier. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ça dépend des méthodes. Et même si on a des tonnes de données, eh bien, elles sont difficiles à analyser. Et selon la méthode, on tombe sur un schéma ou sur un autre. Mais ce qui est constant dans tous ces schémas,
c'est que le groupe des marcantiophytes est un groupe frère des mousses, et ça a l'air quelque chose de très solide, et ce ne sont pas les marcantiophytes qui, les premières, ont colonisé la terre ferme. Donc on progresse, mais il reste des incertitudes, et on espère que le futur nous permettra de lever ces incertitudes. L'autre chose qu'on apprend avec ces tonnes de séquences qui sont aujourd'hui disponibles, c'est qu'en fait les plantes ont gagné du potentiel, leurs génomes ont gagné un très fort potentiel au moment où elles étaient encore dans l'eau. Chez les algues charophytes, il y a des régulateurs très importants qui ont servi après à développer des choses qu'on retrouve durant le développement de la fleur, le développement du fruit. Et ces choses-là, elles ont été acquises par les plantes quand elles étaient encore dans l'eau. En particulier, il y a une hormone qui est extrêmement importante qui s'appelle l'auxine, qui remplit des tas de rôles au sein de la vie des plantes aujourd'hui. Eh bien, on peut suivre au cours de l'évolution de ces algues, on peut suivre comment petit à petit les algues ont acquis ces différents régulateurs qui après vont pouvoir faire la perception et la signalisation de cette hormone. Et donc il y a des tas de facteurs dont on pensait qu'en fait ils étaient apparus chez les plantes terrestres et on se rend compte qu'ils sont là d'abord et ensuite les familles se divisent, se multiplient et ça donne toute la complexité des plantes terrestres d'aujourd'hui. Alors je saute les fougères pour vous parler un peu des gymnospermes. Il n'y a pas eu beaucoup de grandes nouveautés chez les gymnospermes. Vraiment, le challenge récent, ça a été d'établir leur génome. Ce sont des génomes absolument géants, 20 gigabases, 100 fois le génome de la petite plante modèle Arabidopsis, beaucoup plus gros que le génome de l'homme. Et donc, ça a été un véritable défi d'assembler ces génomes. Mais on s'est rendu compte qu'au fond, les génomes étaient géants, mais que le nombre de gènes, il était assez comparable à la plupart des plantes terrestres, c'est à peu près pareil. Et la difficulté à étudier ces plantes-là vient du fait qu'on a du mal à les transformer et qu'elles ont un cycle de vie très long. Et donc, pour étudier le passage fougère vers, là encore une fois, je fais un abus de langage, fougère vers gymnosperme, il y a des difficultés techniques qui se posent toujours et qui n'ont pas été levées. Et enfin, et on en vient à l'introduction par Yvon, l'apparition des plantes à fleurs. Là, j'ai mis la figure tutélaire de Darwin. Darwin, dans une lettre adressée à Sir Joseph Hooker, que je vous présente ici, a écrit que l'apparition des plantes à fleurs était pour lui un abominable mystère. Et en fait, le mystère, il a 3 volets. L'origine brutale, le succès et la diversification. En fait, ce qu'on constate, c'est que les plantes à fleurs et le grand groupe monophylétique des gymnospermes, ils se sont séparés il y a environ 350 millions d'années. Les premières traces fossiles de plantes à fleurs, c'est à peu près 150 millions d'années. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Et à partir du moment où on commence à voir dans les fossiles des plantes à fleurs, on en voit de toutes sortes et on en voit partout. Je caricature un petit peu, mais à environ 30 millions d'années, toutes les grandes branches des plantes à fleurs sont apparues. Ça a perturbé Darwin. Ce qui le perturbait également, c'est que le système de reproduction, je vais dire conifère par abus de langage, est très différent de celui des plantes à fleurs. Les conifères, ils ont des cônes mâles qui donnent le pollen, des cônes femelles qui vont donner, c'est la pomme de pin, qui vont donner les ovules. On a des écailles qui sont disposées en spirale et il n'y a pas d'organes comme les pétales ou les sépales. Chez les plantes à fleurs, on a une couronne d'organes protecteurs qui s'appelle le sépale, les pétales que vous connaissez tous, les organes mâles, les étamines, les organes femelles, le carpel. Et donc ça, c'est un grand saut, c'est une grande différence. Et Darwin, il était habitué à observer des états intermédiaires, et là, il n'y a pas d'état intermédiaire. Donc ce qu'il a appelé l'abominable mystère, c'est à la fois le fait que ces plantes à fleurs, quand elles apparaissent, elles ont un grand succès, elles colonisent tout, elles se diversifient très vite, et on a le sentiment que leur origine est très brutale, et qu'on a eu plein d'innovations d'un seul coup, alors que d'habitude, ce n'est pas vraiment ce qu'il observait. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi elles ont eu un grand succès? Oui, on commence à le comprendre très bien. L'apparition des plantes à fleurs, c'est l'entrée dans l'ère de la séduction. Alors, associer séduction et reproduction, c'est assez courant. On sait qu'il faut séduire pour se reproduire. Ce qui est très spécial chez les plantes à fleurs, c'est qu'elles ne séduisent pas leurs partenaires, elles séduisent les intermédiaires, elles séduisent les pollinisateurs. Et qu'en fait, il y a des interactions extrêmement sophistiquées entre les plantes à fleurs et les abeilles, par exemple, qui leur permettent de se faire polliniser de façon extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que ne pourrait le faire le vent. Alors la fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récompense le pollinisateur, par exemple par du nectar, et elle travaille pour être reconnue, pour que facilement l'insecte puisse savoir là où se trouve la récompense. Et donc, on a des degrés de sophistication absolument incroyables. Là, j'ai mis un des plus marquants qui se passe chez les orchidées, où en fait, on a des orchidées qui vont mimer le bourdon, et le bourdon essaie de copuler avec ce gros pétale qui lui ressemble beaucoup. Parfois, il y a même émission de phéromones, et cette pseudo-copulation, évidemment, elle échoue, et le bourdon change de fleur, et elle n'échoue pas vraiment, puisqu'en fait, le bourdon féconde la plante. Donc,
Ça ne marche pas bien pour la reproduction du bourdon, mais ça marche très bien pour la reproduction de la plante. Après, il y a d'autres bizarreries comme cette aigrette, ou que ça, on appelle ça l'orchidée de l'homme nu. Je ne sais pas pourquoi les insectes sont attirés par les hommes nus, mais en tout cas, ils ont une facilité à le reconnaître, et cette espèce a perduré jusqu'à nos jours. Si vous voulez lire là-dessus, il y a 15 jours, il y a le cahier du Monde qui était consacré à la séduction par les plantes à fleurs. Alors, je vous ai dit, la reconnaissance est importante, et en fait, les insectes vont reconnaître les formes de pétales, les couleurs des pétales, les odeurs des pétales, parfois même la température du bouton floral. Et en fait, les plantes, elles ont inventé des tas de façons d'être reconnues. Et parfois, elles utilisent des couleurs qui ne sont pas basées sur des pigments. On appelle ça des couleurs structurales. Ça, c'est l'exemple d'un article qui a été publié par une ancienne étudiante en thèse de mon laboratoire, Edwige Moiroux. C'est des travaux qu'elle a effectués à Cambridge, en Angleterre, dans le laboratoire de Beverly Glover. Et en fait, elle a étudié comment les plantes peuvent arriver à produire cette espèce de halo bleu. Et ça, c'est quelque chose qui s'est reproduit de multiples fois dans l'évolution. On voit apparaître cette iridescence, c'est comme ça que ça s'appelle, dans tout un tas de plantes, donc ce sont des apparitions indépendantes. Et ce halo bleu, il est très facilement reconnu par les abeilles. Ils font des expériences pour voir que les abeilles sont friandes de ce halo bleu. Et s'il est produit, c'est parce qu'il y a sur la surface des pétales des petites stries, comme sur la surface d'un CD. Vous savez, si vous bougez un CD à la lumière, vous avez le jeu de la lumière qui donne différentes couleurs. Et en fait, si les stries sont très régulières, on a des tas de couleurs différentes. Mais ce qu'a découvert Edwige Moiroux, c'est que si les stries sont irrégulières, comme ça se trouve chez les pétales, eh bien on a toujours ce halo bleu qui est particulièrement efficace pour attirer les abeilles sans pigments bleutés. Donc ça, c'est un exemple sur comment se fait cette rencontre entre les insectes et les fleurs. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle de la coévolution, c'est-à-dire que les deux espèces vont évoluer ensemble, et ça crée une très grande diversité d'espèces, à la fois du côté des insectes, à la fois du côté des fleurs. Donc ça a contribué au succès des plantes à fleurs. Maintenant, j'en viens au troisième volet de l'abominable mystère. D'où ça vient, ces fleurs? Comment est-ce qu'elles ont pu apparaître un beau jour et ensuite coloniser la Terre? Je précise que non seulement les fleurs, c'est joli, mais c'est aussi ce qui nous nourrit. Hein. Même si j'ai mangé des pignons dans ma sauce à midi, la majorité de la nourriture, ce sont des plantes à fleurs. Eh bien, il y a des études récentes, et effectivement, la communauté française est très active. Il y a par exemple l'équipe de Jérôme Sals à Clermont-Ferrand, qui a reconstruit le génome de la première plante à fleurs, et qui a essayé de faire des datations. Et même si ça se base sur assez peu de références, il propose qu'en fait, la première plante à fleurs soit apparue bien avant 150 millions d'années, comme on le pensait jusqu'à présent. Et il y a un deuxième article sorti cette année dans New Phytologist, où là aussi, il révise les fossiles, il révise l'égorgement moléculaire, et il propose qu'il y ait une grande incertitude sur la date de la première plante à fleurs, et que les premières plantes à fleurs aient pu possiblement apparaître il y a 250 millions d'années. Et dans ce cas-là, peut-être que cette évolution très rapide imaginée par Darwin, parce que pour lui, ça commençait à cet endroit-là, elle est beaucoup moins rapide qu'on ne le croit, parce qu'elle a commencé bien avant, mais simplement qu'on n'a pas encore trouvé les fossiles, ou qu'ils ont laissé relativement peu de traces, ou qu'ils sont dans des endroits où on n'a pas encore pu fouiller. Donc, on ne sait pas comment était cette plante à fleurs, la première plante à fleurs, il n'y a pas de fossiles, mais on peut quand même essayer de deviner quand est-ce qu'elle est apparue et à quoi elle ressemblait. Et là aussi, il y a le travail coordonné par un Français qui s'appelle Hervé Sauquet, qui est maintenant en Australie, qui a essayé de dresser le portrait robot de la première plante à fleurs. Donc il a étudié des centaines de plantes avec une grande équipe, et il a réussi à recréer, à inférer le diagramme floral de cette première plante à fleurs, et il a prédit que cette première plante à fleurs avait plusieurs couronnes d'organes qu'on appelle des tépales, qui sont des sortes de pétales, disposés en couronne, et puis il y avait des spirales d'étamines et des spirales de carpelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces traits-là, on les trouve chez aucune plante actuelle. C'est vraiment quelque chose qui est inféré par les calculs, mais qui n'existe pas. Alors, évidemment, pour communiquer sur le sujet, il a voulu dessiner un modèle 3D de cette première plante à fleurs. Mal lui en a pris parce qu'il a été obligé de choisir la forme des pétales, la couleur des pétales, et ça, il n'en sait absolument rien. Et donc, il s'est fait attaquer, et le débat fait rage aujourd'hui. Mais il a bien expliqué que sa découverte, c'est ça, c'est le diagramme floral. Et quand on veut parler au public, c'est plus facile de communiquer là-dessus que sur ce petit diagramme. Alors, là, on a parlé de à quoi ressemble cette première plante à fleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de deviner, dans les génomes des plantes, ce qui a bien pu se passer pour créer cette plante à fleurs? Et pour ça, on doit faire un détour vers la biologie du développement. On doit se pencher sur les plantes actuelles, comme cette plante Arabidopsis thaliana, qui est depuis 30 ans étudiée dans le détail. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi le riz, le gerbera, le pétunia, la gueule de loup. Et depuis 30 ans, on accumule des connaissances pour comprendre comment une fleur se développe sur les flancs d'une tige. On sait par exemple qu'il y a l'hormone que j'ai décrite tout à l'heure qui s'appelle auxine, qui va marquer l'endroit où va sortir la fleur.
On sait que cette hormone va déclencher l'activité d'un architecte, d'une protéine architecte qui s'appelle l'IFI, et que cet architecte va lui-même activer des gènes qu'on pourrait appeler les bâtisseurs d'organes, et qui vont travailler ensemble pour donner naissance aux différents organes de la fleur. On a le bâtisseur A avec le E qui va donner les sépales, le B avec le A et le E, il donne des pétales, le BCE ensemble, ils vont donner les étamines, et le CE, ils vont donner le pistil. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle ABC. Et cette cascade élémentaire oxyne induit l'IFI qui induit les ABCE, c'est ce que j'appellerais le réseau floral. Et en fait, ce réseau floral, il nous apprend des choses sur comment une fleur se développe sous nos yeux aujourd'hui, mais il nous apprend aussi des choses sur la diversification des plantes à fleurs. Quand on regarde différentes fleurs qui existent dans l'évolution, j'ai parlé du cas de la tulipe par exemple, on constate que ce modèle ABC ou ABCE est toujours valide, mais que les territoires d'activité de ces différents régulateurs A, B et C sont différents. Typiquement, la tulipe, si elle a 2 couronnes de pétales, c'est parce que le bâtisseur B, au lieu d'être restreint aux couronnes 2 et 3, il est étendu à la couronne 1, et donc on a 2 couronnes de pétales et on n'a pas de sépales. Également, ces bâtisseurs B, ils se sont divisés de nombreuses fois, et dans la lèvre des orchidées, il y a bien plus de gènes B qu'il n'y en a chez les plantes standards qui ont tous les pétales identiques. Et ça, on pense que ça a contribué à créer, par exemple, ce pétale en forme de lobe qui peut être si différent des autres pétales, en particulier dans le cas de l'Ophrys bourdon. Et puis, si on veut s'intéresser à l'origine du réseau floral, eh bien, on peut se demander, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial au moment de l'origine des angiospermes? Est-ce que ce réseau floral, il a été inventé au moment où les angiospermes sont apparus, ou est-ce qu'il existait avant? Et quand on regarde ces gènes-là, eh bien, on se rend compte que les gènes B et C, ils étaient déjà là avant. Les gènes A et E, ils semblent être nés par duplication au moment de l'invention des plantes à fleurs, et donc peut-être ils ont joué un rôle. Si on regarde le grand architecte, la LIFI, lui, il était là bien avant. Et en 2014, on a étudié de façon extensive où se trouve le bâtisseur et comment il travaille, et je vous passe les détails, mais on s'est rendu compte qu'il était déjà là dans les algues charophytes, c'est-à-dire que celui qui fait la fleur aujourd'hui chez les plantes à fleurs, il était déjà là, et en fait, il a subi des changements, la façon dont il se colle à l'ADN, elle a évolué, mais ces changements, ils sont très anciens, et déjà chez les fougères, chez les plantes, les conifères, il avait les mêmes propriétés que celles qu'il a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'évolution des propriétés de ce régulateur qui ont créé les plantes à fleurs. La question qu'on s'est posée alors, c'est est-ce que ce mini-réseau floral, est-ce qu'il est apparu avec des plantes à fleurs? Est-ce que les connexions sont spécifiques aux fleurs ou est-ce qu'elles existaient avant? Et pour ça, et là j'avais entendu dans le titre qu'on devait parler de fossiles, eh bien je vais vous parler d'un fossile vivant, Welwitschia mirabilis, qui est une plante qui pousse dans le désert du Namib, donc en Namibie et en Angola. C'est un désert où pas grand-chose réussit à pousser, et vous avez cette espèce de tas qui réussit à croître. C'est une plante absolument incroyable qui peut avoir une racine de 30 mètres, qui boit la rosée du matin et qui a sur la surface de ces 2 uniques feuilles, donc là ce que vous voyez ce sont 2 feuilles, mais comme elles peuvent vivre jusqu'à 1000 ou 2000 ans, les feuilles se font lacérer par les conditions environnementales, on a l'impression qu'il y en a énormément mais il n'y en a que 2, et bien là on a des cônes. Et en fait ce qui est spécial chez cette plante, comme tous les conifères, elle a des cônes mâles et des cônes femelles qui produisent le pollen et les ovules, mais elle en fait, elle a fait une tentative avortée d'inventer la fleur, et elle a des ovules stériles qui se cachent au milieu des cônes à pollen. Et elle produit même un tout petit peu de nectar, donc c'est vraiment une sorte de tentative avortée. Eh bien, on a étudié cette plante-là, on a étudié la présence des régulateurs, les profils d'expression des régulateurs, et on a trouvé que l'IFI était là, les gènes B et C étaient là, et en combinant des études où on regarde les profils d'expression, les territoires où ces gènes s'expriment, des analyses bioinformatiques pour deviner où va se fixer l'architecte sur les séquences régulatrices et des expériences de biochimie, eh bien, nous avons proposé qu'un embryon de réseau floral, l'IFI active les gènes B et sans doute aussi les gènes C, c'était déjà présent chez cette plante de la famille des gymnospermes. Et comme je vous ai dit au début, on a maintenant connaissance de tas de génomes de conifères, eh bien, on a utilisé les mêmes analyses bioinformatiques, on a recherché dans les séquences régulatrices de nombreux conifères, et on s'est rendu compte que le lien LIFI-B, dont on pensait que c'était quelque chose qui était vraiment propre aux fleurs, ça existait avant, et que ça avait été mis en place, sans doute pour créer les cônes mâles et les cônes femelles, et que tout simplement ça a été réutilisé par la fleur pour arriver à faire une structure bisexuelle. Donc voilà, le mystère, il n'est pas résolu, on a levé le voile, il n'est peut-être pas aussi abominable que le pensait Darwin, dans la mesure quand on gratte au niveau moléculaire, eh bien, on se rend compte qu'il y avait déjà des éléments qui étaient présents. Donc, même si j'ai présenté très peu de travail de ma propre équipe, je remercie les membres passés et présents avec qui j'ai un grand plaisir à travailler, et là encore, nos organismes et financeurs. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. On a du temps pour les questions. Oui, André Martin, ici à gauche. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les plantes carnivores? C'est une remarquable je évolution si à laquelle je ne connais rien. Alors là, j'avoue mon ignorance. J'en sais sûrement moins que vous sur les plantes carnivores. À ma connaissance, c'est les fleurs qui se referment et qui vont aller digérer l'insecte. Il y a des mécanismes remarquables sur la perception de l'insecte et comment la mécanique provoque la fermeture rapide de la fleur. Mais je ne peux rien vous dire de plus sur comment elle se forme. Vous savez, dans les supermarchés en Suisse, on vend des plantes carnivores pour se débarrasser des mouches. Eric Westhoff. Oui, mais merci pour cette belle exposé. La colonisation de la Terre, c'était un événement unique ou bien ça s'est reproduit plusieurs fois avec différentes espèces? Je pense que la phylogénie est très importante pour tenter de répondre à ça. Pour l'instant, on se base sur l'hypothèse que c'est un événement unique, mais dans la mesure où la phylogénie des plantes qui ont colonisé est extrêmement incertaine, c'est assez difficile à dire. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, et on sait aussi qu'il y a eu des retours, c'est-à-dire qu'il y a des plantes terrestres qui sont retournées en milieu aqueux, et donc c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, il y a eu des événements à l'origine qui ont créé les plantes terrestres, mais après il y a eu des allers-retours entre les continents émergés et les milieux aquatiques. Olivier Pironneau. Vous m'entendez? Oui. Une question de néophyte. Moi, j'avais cru comprendre que, avant que les plantes apparaissent sur la terre ferme, c'était les champignons sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une couverture de champignons importante avant l'apparition des vraies plantes sur la terre, non? Alors et en tout cas, ma question, enfin, elle reste, mais c'est justement ce rapport aux champignons. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il existe des liens étroits dans l'évolution entre l'évolution des champignons et l'évolution des plantes? Il existe des liens étroits avec la catégorie de champignons qui vont aider les plantes à capter les nutriments au sein, avec les interactions avec les racines en particulier. Je ne sais pas à quel moment dans l'évolution ce type d'interaction a été établi. Et donc je pense que c'est postérieur, il me semble que c'est tout à fait postérieur à la colonisation des continents, mais je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des coévolutions entre champignons et plantes? C'était ça un peu l'objet de votre question. Désolé, je dois à nouveau avouer mon ignorance. Alors, Olivier Pironneau, ici d'abord. Ensuite, Roger Ballion. Oui, alors, il y a certaines études qui montrent que les plantes développent des mécanismes pour se protéger de certains animaux, par exemple, ou de maladies. Est-ce que c'est un nouveau mécanisme ou est-ce que c'est partout? Qu'est-ce que vous appelez un nouveau mécanisme? Eh bien, c'est-à-dire, c'est une évolution moderne ou... C'est pas très moderne, en fait. Alors là encore, il y a des études très récentes sur ces bryophytes, sur Marchantia polymorpha. Et en fait, on commence à découvrir des mécanismes de défense très très tôt dans l'évolution des plantes. Alors après, il y a une diversification des mécanismes de défense qui est énorme. Et bien sûr, il y a des tas de choses qui sont nouvelles et qui apparaissent au fur et à mesure que les pathogènes vont appliquer une pression de sélection. Mais par contre, les premiers mécanismes de défense, ils sont apparus extrêmement tôt. Donc Roger Ballion là-bas, et puis ensuite là-bas. Est-ce que la symbiose entre les plantes et les insectes est une chose systématique ou pas? Alors, déjà, les plantes telles les gymnospermes, ils ont une pollinisation basée par le vent. Les plantes à fleurs, non, ce n'est pas systématique. Déjà, j'ai dit c'est majoritairement les insectes, mais il y a peut-être 1 millier d'espèces qui ne sont pas des insectes et qui pollinisent. Il y a les souris, les chauves-souris, les oiseaux-mouches, etc. Et ensuite, il y a aussi des espèces, par exemple les graminées, où la pollinisation par les insectes n'est pas très importante, et il y a quand même une pollinisation par le vent. Et donc, même si ce sont des plantes à fleurs, on a typiquement chez le maïs ou chez le blé une pollinisation par le vent qui est extrêmement efficace. Donc, ce n'est pas toujours l'insecte qui est moteur. On ne doit pas oublier aussi qu'il y a à peu près 15 à 20% des plantes qui s'auto-pollinisent et qui vivent très heureuses. Arabidopsis, la pollinisation se fait avant même que la fleur ne s'ouvre, et elle a subsisté jusqu'à aujourd'hui dans le parfait inceste. Et donc, on n'a pas toujours besoin des insectes. Il y a également des plantes qui, si l'insecte est là, seront pollinisées par l'insecte, mais s'il n'est pas là, elles ont un mécanisme de secours et elles vont finir par arriver à s'auto-polliniser. Donc, on a un grand panel de réponses.
Est-ce qu'à l'origine des plantes à fleurs, il y a vraiment cette symbiose ou est-ce qu'elle est venue plus tard? Alors ça, c'est une question actuelle parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, la datation des premières plantes à fleurs et la datation des premiers insectes, tout ça, c'est en train d'évoluer. Et donc, je ne peux même pas répondre à la question, est-ce que lorsque les plantes à fleurs sont apparues, est-ce qu'on est sûr qu'il y avait déjà des insectes? Et ça, vous avez vu, il y a 100 millions d'années d'incertitudes sur l'apparition des plantes à fleurs. Donc. Une question là-bas, donc il vous faut un micro, je pense. Présentez-vous aussi. Bonjour, je m'appelle Charlotte Turpot, j'étudie la biologie à Jussieu. C'est une question que je me pose depuis les 3 précédents exposés également. Vous avez dit que les plantes étaient plus évoluées dans les milieux marins, et je voulais savoir, enfin, plus rapides, et je voulais savoir si le milieu marin océanique influençait l'évolution des organismes. Alors, je pense que je n'ai pas été très clair parce que je ne crois pas, même simplement penser que les plantes sont plus évoluées, même si toutes les plantes sont aussi évoluées les unes que les autres, je reprends le mot de Bruno, il y a quand même des sophistications qui sont apparues petit à petit au cours de l'évolution, et la dernière en date, ce sont les plantes à fleurs. Et donc vraiment, les plantes terrestres, plantes à fleurs, même s'il y a des nénuphars dans l'eau, ce sont celles qui ont le niveau d'innovation le plus élevé. Et donc je ne crois pas que le milieu, les océans, soit spécialement propice à la sophistication des plantes. D'accord, merci.